est entouré d'une légende d'ignominie qui s'atteste par ce livre de Grand Carteret où on voit son visage associé à celui, si je puis dire, d'un porc assez souvent. Ça avait commencé de bonne heure. Dès 1868, l'écrivain Louis Ulbach disait de Zola qu'il était l'inventeur de la littérature putride, et un critique célèbre, Pontmartin, qui travaillait à la Gazette de France, qui était le grand journal bien pensant de l'époque, disait de lui, c'est un travailleur de nuit à grosses bottes. Vous avez compris, travailleur de nuit à grosses bottes, ça signifie un égoutier, ou peut-être bien même un vidangeur. On sait moins aujourd'hui qu'Anatole France, qui dira des choses grandes et nobles sur Zola après l'affaire Dreyfus, Anatole France avait commencé par parler de lui avec une extrême violence. En 1887, lorsque Zola avait publié La Terre, France a fait dans Le Temps une déclaration d'une violence inouïe, que voici. Jamais homme, disait Anatole France, jamais homme n'a fait un pareil effort pour avilir l'humanité, insulter à toutes les images de la beauté et de l'amour, nier tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et il ne s'en tenait même pas là, il avait ajouté cette phrase que je trouve pour ma part assez stupéfiante. Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'ils ne fussent pas nés. Eh bien, c'est de ce personnage assez horrible et en tout cas malavenant que je voudrais tenter avec vous l'approche. J'ai été amené à Zola, pas par la littérature, mais par l'affaire Dreyfus. Je m'occupais de cette affaire Dreyfus, essayant de comprendre cette espèce d'énigme qui aujourd'hui encore reste si obscure, et je me suis aperçu du rôle extraordinaire qu'avait eu Zola en 98. J'ai voulu comprendre ce qu'il avait fait. Il me semblait que se révélait là un homme d'un format pas ordinaire. Et c'est à cause de l'affaire Dreyfus, à cause de J'accuse, à cause du courage que Zola a développé dans cette histoire, que j'ai essayé de l'étudier. Et bien voyons d'où il sortait cet homme. L'écrivain Jacques Bainville disait de lui, ce demi-italien, quart de grec, 3 ou 4 fois métis, n'est pas un bel échantillon de l'humanité. Si Bainville voulait dire que le père de Zola n'était pas français, c'est exact. L'ingénieur François Zola, qui creusa le canal d'Aix, qui était un ami de Thiers, était né effectivement à Venise en 1895. Et il avait épousé une jeune fille grecque, qui était née à Corfou. Mais du côté des entrailles d'où il sort, Zola appartient à la petite plèbe française. Sa grand-mère était couturière à Dourdan, dans la Beauce, quand il y épousa un vitrier qui s'appelait Aubert. On peut dire que par les entrailles d'où il sort, il appartient à la même race humble et forte que celle de Peggy. C'est un garçon qui n'avait pas eu de chance au début de sa vie. Une dure enfance, une adolescence pénible. En 47, il était né en 40, en 47, il n'a même pas 7 ans encore, il est né en avril 40, c'est en mars 47, son père meurt. Ce père, nous le connaissons peu, cependant, nous avons un tableau. Un tableau qui a été fait à Aix, où il était donc, je vous l'ai dit, ingénieur, il faisait le canal. Tableau assez somptueux, on voit que ces gens étaient aisés puisqu'ils posaient devant le peintre. Il y a donc le père, la mère et le petit. Regardons un instant ces visages. Il y a le père, Émile Zola, qui a le poing sur la cuisse, qui est très redressé, qui a l'air assez fier de lui, un regard gentil et direct. À côté, on voit la maman, qui est jeune à ce moment-là, 26-27 ans, et elle paraît un peu plus vieille que ça sur la toile. Elle a des bandeaux à la George Sand. Elle a un beau camé sur sa robe, qui paraît être une robe de soie noire. Elle a les yeux à fleur de tête. Et ce qui frappe, c'est le visage du petit garçon à côté, un drôle de visage, sans bonheur, enfin comme s'il s'attendait confusément à ce que la vie ne soit pas gaie pour lui. Cette image, elle doit être de 46, enfin l'enfant avait devant nous 6 ans. Mais regardez cet œil, il y a un œil, c'est l'œil gauche, qui pend un peu. Il y a cette bouche, avec une moue. Il a beau être, comme on dit sur son 31, il est dans tous ses atours avec son petit manteau de velours et sa fourrure. Il y a là je ne sais quelle curieuse tristesse chez cet enfant. Eh bien, effectivement, son père va donc mourir. Il est peut-être trop petit, à 6 ans et demi, pour mesurer ce que c'est qu'un deuil. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il voit tout de suite, c'est que l'aisance dans laquelle on était, dans la famille, va se transformer en des difficultés, en gêne, et bientôt en détresse. On peut suivre à la trace leur déménagement perpétuel à Aix. Presque tous les ans, ils changent d'appartement. Et on descend chaque fois. On va aboutir, quand il a 16 ans, je crois, on va aboutir à 2 pièces absolument obscures qui donnent sur un boyau noir, une espèce de déversoir d'immondice qui est le long des remparts de la ville. On était 4 là-dedans, parce que l'ingénieur Zola, très gentil pour sa femme, avait fait venir pour vivre avec eux, puisqu'il était riche, qu'il était aisé, il avait fait venir le grand-père, la grand-mère. Alors il y avait donc
le petit Émile Zola, sa maman, le grand-père, la grand-mère qui vivaient dans cette maison. Et à 17 ans, 57, Zola voit mourir cette grand-mère. C'est un coup dur pour lui. Il l'aimait beaucoup, il ne l'avait jamais quittée. Et cette fois, il a 17 ans, il peut mesurer ce que c'est que la mort. Il écrira plus tard au souvenir de ce malheur, on était 4 et un trou se creusait. On restait 3 à grelotter de misère. C'était donc ça mourir. C'était ce plus jamais. Sa mère se persuade qu'il ne pourra vraiment faire de bonnes études que s'il va travailler à Paris. C'est une idée comme ça, la fascination de la capitale. Alors en mars 58, elle décide de l'envoyer faire ses études au lycée Louis-le-Grand à Paris. C'était pas raisonnable en cours d'année, puisque vous savez, en France, les études commencent au mois d'octobre, et c'est au mois de mars 58 qu'on le met brusquement en classe de seconde au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il est très malheureux à Paris, ça ne va pas. D'abord, il n'y connaît personne, il est un peu effrayé, c'est un garçon timide et gauche, pensif et maladif, dira de lui Cézanne, qui était un de ses camarades de Provence. Les garçons du lycée Louis-le-Grand à Paris se moquent de lui d'abord à cause de sa gaucherie, et puis parce qu'il a beaucoup vécu dans cette Provence. Il n'est pas né en Provence, il est né à Paris, mais il a été tout de suite à Marseille, à Aix-Marseille. Il y a pris l'accent. Alors cet accent méridional, ça fait rire les garçons de Paris. En plus, il a une difficulté de parler dont il ne se guérira jamais. Comme on dit, vous savez, un cheveu sur la langue. Alors il dit mon petit chien, il dit mes cheveux, enfin pour dire son chien et ses cheveux. Et les garçons se fichent de lui, ça lui est pénible. Il attrape une typhoïde terrible dans l'année 58-59, dans l'hiver. À ce moment-là, on ne savait pas soigner la typhoïde comme aujourd'hui. Il a plus de 2 semaines de délire. Sa mère se demande s'il ne va pas mourir. Il s'en tire, mais il s'en tire mal. Il est vraiment très diminué. Et puis voilà qu'au printemps 59, son grand-père meurt. 3e rencontre avec la mort. Et il va se présenter dans ces mauvaises conditions physiques et morales au bachot. Eh bien, il avait fait tout ce qu'il avait pu. Il travaillait de son mieux. C'était pas un aigle, c'était pas un garçon éblouissant, appliqué surtout. Il passe l'écrit, mais il échoue à l'oral. Alors il se persuade qu'après tout, s'il avait pu rester à Aix, peut-être que le bachot était plus facile à Aix qu'à Paris. Alors il demande à sa mère de lui donner l'argent nécessaire pour aller tenter l'oral du baccalauréat, enfin oui, l'oral, je dis bien, à Aix. Se présente à son oral d'Aix, il échoue. Par conséquent, il a complètement raté, puisque vous savez, quand on échoue une seconde fois à l'oral, c'est fini, il faut tout recommencer. Or, ce pauvre garçon était boursier. Bien sûr que sa mère n'aurait pas pu payer elle-même les études à Paris, il avait obtenu une bourse pour lui. Eh bien, on ne renouvelle pas la bourse à quelqu'un qui s'est fait étendre 2 fois au baccalauréat. Alors c'est fini. Les études de Zola vont s'arrêter là. C'est une chose qu'on ne sait pas d'ordinaire et c'est intéressant. Ce Zola, enfin, grand écrivain, qui savait ce que c'est que le style, qui s'appelait lui-même un poète, ne sera jamais un bachelier. Un de ses camarades qui s'appelle Baille, ses 2 meilleurs amis c'était Baille et Cézanne. Un de ses camarades Baille, il écrit, je me rappelle, c'était au mois de janvier 60, il lui dit, tu vois, je vais avoir 20 ans, il aura 20 ans le 2 avril, je vais avoir 20 ans et je suis encore à la charge de ma mère qui ne peut à peine se suffire à elle-même. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est à se débrouiller pour trouver comme il pourra une situation, n'importe quoi qu'il fasse vivre. On cherche, on tâtonne, il fait des tas de démarches, se présente dans des tas de bureaux, on ne veut pas de lui, pas de diplôme, il n'a rien. Enfin, il va trouver le 1er avril, donc la veille de ses 20 ans, puis c'est le 2 avril, le 1er avril 60, il va trouver une place de scribe, enfin de gratte-papier, dans un truc qu'on appelait les docks de la douane. C'était situé près du château d'eau, c'est-à-dire près de la gare de l'Est, et le tout petit et misérable appartement où il vivait avec sa mère était dans le 5e, rue Saint-Jacques. Il est payé une somme qui correspond au pouvoir d'achat aujourd'hui de 180 francs suisses. Voilà ce qu'il a par mois. Alors naturellement, il ne peut pas vivre. Il va et il revient de son bureau, et c'était loin, de la rue Saint-Jacques jusqu'au château d'eau. Il va et il revient à pied pour ne pas payer l'omnibus. Sa mère lui donne le matin un casse-croûte qu'il mangera sur place. Il travaille tant qu'il peut, mais enfin impossible de continuer parce que véritablement, il n'est pas nourri. Alors, au bout de 2 mois de ce travail-là, il va abandonner, il va démissionner. Mais démissionner, c'est bien joli, il faut qu'il mange tout de même. Et il va faire un coup de tête. Ce Zola de 20 ans, nous le voyons. Pour la première fois, nous avons une photographie de lui. C'est intéressant de le voir. Il est très blême. Il a un petit collier de barbe. Il se tient devant l'objectif, redressé, pas fendant, pas insolent, non, bien droit simplement. Il a l'air d'un étudiant de province, assez pauvre, mais résolu. Et bien c'est ce garçon qui décide de ne pas continuer au doc, vous avez rendu compte, il n'y avait pas moyen de vivre avec ça. Et là, il va faire un coup de tête. Lui qui avait toujours habité avec sa mère, qui ne l'avait jamais quitté, décide de la quitter. Et pourquoi ? Il lui donne comme raison qu'il écrit. Et en effet, il écrit des vers depuis qu'il a 16 ans. Il écrit, il a besoin de solitude, d'être absolument tranquille. C'est entendu, c'est vrai, il a besoin de solitude. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est ne plus rester à la charge de sa mère, parce qu'il en a assez de l'avoir perpétuellement
se priver pour que lui, il mange. Il va faire pendant 2 ans une expérience de la misère dont je crois qu'aucun autre écrivain français n'a fait l'expérience. Je sais bien que Chateaubriand, par exemple, lorsqu'il a débarqué en Angleterre comme émigré en 92, a connu cette extrême misère pendant quelques semaines. Mais pour Zola, ça va durer 1 an et demi, 2 ans, où ce garçon va vivre on ne sait trop comment, enfin, collant des enveloppes, faisant des bandes, essayant de placer misérablement des articles qu'on lui paye à peine. Il va vivre d'une manière extrêmement pénible, avec des semaines dans l'hiver où il ne se lève pas parce qu'il a trop froid, alors au moins dans son lit il a un peu chaud, il se nourrit avec du pain trempé dans l'huile, enfin c'est terrible. Eh bien c'est pendant cette année 60-61, donc l'année de sa 21e année, où va se passer dans sa vie, surtout dans sa vie intérieure, un événement que je voudrais bien vous faire comprendre parce que les conséquences en ont été énormes, démesurées. Ce qui frappe quand on regarde les quelques lettres d'adolescence que nous avons lues à Cézanne ou à Bâle, ce qui frappe, c'est ce garçon de 16 ans, 18 ans, 20 ans, une extraordinaire candeur, enfin si vous voulez, une pureté farouche. Un garçon qui ne faisait pas du tout la noce, un garçon qui s'écartait des filles, qui les respectait, qui avait décidé, et il l'a fait, de rester vierge pour celle qu'il épouserait. Quand on parlait avec Baye et les camarades, quand on parlait en Provence des filles de Paris, ils en parlaient la tête pleine de la Dame aux Camélias, ou de Marion Delorme, l'histoire de prostituées qu'on relève par l'amour. Il y a même là une phrase de Zola que je voudrais vous citer, tellement elle est enfantine mais gentille. Nous demandions à Dieu de nous envoyer une âme flétrie pour la lui rendre jeune et blanche de notre amour. Voilà ce qu'il écrivait, ce garçon, à 18 ans. Eh bien, l'histoire pathétique, en somme, c'est qu'il va jouer au naturel, cette aventure de Tolstoï, enfin, cette aventure de résurrection. Comment ça se passe? Dans l'hôtel sordide et misérable, une espèce de garni où il était, rue Soufflot, à Paris. Il y avait lâché un croque-mort, il y avait des filles en carte. Mais justement, il y avait une prostituée, dont nous savons aujourd'hui qu'elle s'appelait Berthe. Il va l'appeler Laurence, dans le bouquin qui se consacrera à son aventure et qui l'intitulera La Confession de Claude. Cette Berthe, une nuit, elle a eu, je sais pas quoi, enfin, une espèce d'attaque de convulsion et s'est mise à se tordre sur son lit, à pousser des cris. Tout l'hôtel, naturellement, est sorti, on ne pouvait plus dormir avec le bruit qu'elle faisait. Zola est venu aussi, on lui a mis de l'eau sur la figure, du vinaigre, enfin on a tapoté, et puis on est arrivé à la calmer. Zola, par gentillesse, et peut-être aussi par un autre sentiment obscur, se propose pour la veiller, cette fille. Alors elle est là, sur son lit, qui dort maintenant, et Zola est assis sur une chaise, attendant qu'elle se réveille. Elle se réveille, en effet, le matin, elle voit ce jeune garçon, que je vous ai décrit tout à l'heure, près de son lit, et elle le récompense, bien sûr, comme elle pouvait le récompenser. Eh bien, Zola a le sentiment que cette prostituée qui s'est donnée à lui, il ne faut absolument pas qu'il la traite comme les hommes font des prostituées, c'est-à-dire la payer et s'en aller. Pas question. Il pense que c'est une fille qui est un être humain, qui a une âme comme lui, et que si on lui expliquait bien les choses, eh bien, elle pourrait peut-être comprendre et sortir de cet enfer dans lequel elle est en train de glisser. Alors il lui explique tout ça à cette fille qui n'y comprend rien, enfin, qui en est absolument abasourdie. Il lui dit qu'il ne la quittera pas, qu'il veut s'occuper d'elle. Il essaye de lui expliquer qu'il y a moyen, même où elle est, de refaire une vie droite, d'avoir un foyer, d'avoir des enfants. Il se propose, vous entendez, c'est exactement ce qu'il a fait. Lui qui gagne rien, enfin, et qui fait ses vers, ça se vend pas, offre à cette fille de vivre avec elle pour de bon, enfin, de l'épouser. D'abord, elle a commencé par être stupéfaite, puis peu à peu, elle l'a trouvé assommant, enfin, c'est bien sa chance. Enfin, elle est tombée sur l'espèce de cinglé qui lui pleure dans le cou, qui lui raconte des histoires de l'autre monde. Enfin, s'il était raisonnable, il ferait des sous pour essayer de l'emmener au bal, mais lui, il est là, qui lui explique torrentiellement, la tenant dans ses bras, tout ce qu'on pourrait faire de bien. Mais naturellement, ce qui se passera, c'était facile à prévoir. Enfin, dès qu'elle est bien et qu'elle s'est amusée avec lui un moment, elle le laisse tomber pour trouver quelqu'un de plus agréable et qui la sortira. Le résultat de cette aventure va être assez terrible pour lui. D'abord, vous voyez qu'il a fait, comme on dit, son éducation sentimentale, d'un seul coup et à toute vitesse. Et il va dire, toute la saleté humaine s'est dressée devant moi. Et comme c'est un garçon clairvoyant, qui se juge parfaitement, il sait très bien que s'il s'est intéressé, comme il dit, à cette âme, elle lui est parue moins intéressante si elle n'eût habité ce corps qui l'émouvait. Alors il va écrire, dans un texte bientôt, ceci: tout le départ enchanté vers le pays des nobles tendresses, sous le coup de fouet de l'instinct génésique. D'autre part, une espèce de colère, de fureur lui est venue contre les menteurs en littérature. Et ça, c'est important parce que justement, il voudra être celui qui ne ment pas. Qu'est-ce que c'est les menteurs pour lui? Ben, c'est des gens à la Musset ou à la Murgère qui parlent des prostituées en les appelant, vous savez comme on disait à ce moment-là, les grisettes. Ces filles qui habitent toujours dans des mansardes en littérature,
ensoleillée, de gentilles petites mansardes, où il y a sur le bord de la fenêtre des géraniums ou des fleurs, enfin, où tout est ravissant. Et il écrit maintenant, je sais parfaitement ce que c'est qu'une vraie mansarde et combien c'est hideux. Et parlant de ces écrivains qui parlent de rayons les démons de la adolescence et qui nous parlent de belles amours, il dit aussi, ils essaient de nous faire prendre des ordures pour des pierreries. On a plusieurs textes de lui à ce moment-là où on le voit, comment dirais-je, écartelé, divisé. Je voudrais vous apporter 3 citations. En voilà une d'abord. « J'ai 2 existences parallèles, écrit-il. Une ici-bas, dans ma misère. L'autre dans la profonde pureté du ciel bleu. » Deuxième citation. « La réalité est affreuse. Elle nie toutes ces choses grandes et pures dont l'amour ne veut pas mourir en moi. » Et troisième citation. « J'ai en moi à la fois un âpre besoin du réel et l'impossibilité de renoncer et de dire adieu aux espérances du rêve. » Alors la conséquence de ça, pour lui qui est un écrivain, c'est qu'il va justement se poser la question de savoir ce qu'il doit écrire. Une idée, une espèce de tentation lui est venue. Pénétrer, dit-il à propos de Berthe, pénétrer les causes de sa chute et tâcher de trouver un remède à chaque plaie de son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire cette fille, cette troulue, enfin, cette prostituée, qui est devenue cet être avili. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle a été forcément, jadis, un petit enfant tout pur avec le ciel dans les yeux. Eh bien, quelle est donc la route qu'elle a parcourue? Est-ce que c'est sa faute si elle est comme ça? De quel milieu sort-elle? Ses parents, y avait-il des tares sur eux qu'ils lui ont donné? Quels exemples a-t-elle vu? Quelle atmosphère a-t-elle respiré? C'est entendu, il y a, comme on dit toujours, la faute originelle qui explique beaucoup de choses. Et il y croit à ce moment-là. Mais il y a à côté de cette faute des responsabilités sociales, des maux qui ne sont pas forcément incurables. Et quittant même le cas particulier de cette Berthe, il pense à nous tous, enfin à la créature humaine qui, rien qu'en vivant, s'avilit. Nous aussi, n'importe qui, on a été pur au début, et on est devenu cet être plein de mauvaiseté et de nuit. Alors il se persuade qu'il y aura une immense inventaire à faire. Le chemin parcouru par nous tous, pour comprendre où nous en sommes arrivés. Seulement ça c'est rude, c'est difficile, et il l'écrit positivement. Je n'ose pas encore fouiller toutes ces misères. Et il a même le sentiment qu'il y aura une autre voie possible, quelque chose de beaucoup plus conforme à son tempérament. Il dit, la phrase que je crois savoir par cœur, il dit ceci: ce n'est pas en montrant brutalement son mal à un homme qu'on le guérit, mais c'est en lui montrant le bonheur qu'il aurait goûté s'il avait suivi la bonne route. Ben ça, c'est ce qui est vraiment son tempérament essentiel. Alors la première chose qu'il va écrire, et on ne le sait pas aujourd'hui, on l'oublie, son premier livre, 1864, il a donc 23 ans quand il l'écrit, 24 ans quand il le publie, c'est les contes à Ninon qu'il appelle ces belles histoires de sagesse et de charité. Ce nom propre, Ninon, c'est bien un peu de sa part du respect humain. Il ne veut pas donner aux gens l'impression qu'il est quelqu'un sans amour. Alors Ninon, pour les lecteurs, on a l'impression que c'est une petite amoureuse gentille et pure qu'il aurait laissée en Provence. Eh bien, nous sommes renseignés, il n'y avait personne. Du reste, regardez bien la préface. Comment la définit-il, cette Ninon? L'ange de mes solitudes, mon bon ange gardien. Eh bien, c'est rien d'autre que son âme d'enfance, son âme d'adolescence. Et il dit, Ninon, tu ne sais pas comment va le monde. Les fleurs y sont malades, et bientôt peut-être les cœurs seront morts. Eh bien, lui, il veut empêcher les cœurs de mourir. Alors c'est pourquoi il invente ces histoires qui sont en effet si simples et si gentilles. La première, c'est Simplice. Simplice, c'est justement l'histoire d'un cœur simple. La troisième histoire s'appelle Sœur des pauvres. Et Sœur des pauvres, c'est l'histoire d'une petite fille pour laquelle la Sainte Vierge avait fait un miracle. Enfin, incroyablement peu Zola au sens où nous entendons ça aujourd'hui. D'ailleurs, il se reproche un peu ce qu'il fait. Il a l'impression que c'est trop facile, enfin que c'est trop dans son tempérament à lui. Tu fuis le réel, se dit-il à lui-même. Alors, à l'intérieur même de ces contes à Ninon, qui sont en effet peut-être un peu bleus ou un peu roses, il va mettre une histoire noire et rouge. Elle s'appelle Le Sang. C'est l'histoire de 3 soldats, de 3 déserteurs, oui, qui ont déserté parce qu'ils ont vu ce que c'était que l'atrocité de la guerre. Et au milieu de cette histoire, il y a une page, pour moi, inoubliable, qui est une évocation du Calvaire. L'année suivante, il a 25 ans donc, il va écrire La Confession de Claude, encore un bouquin de lui qu'on ne lit pas, et on a terriblement tort. On ne lit pas les contes à Ninon, on ne lit pas La Confession de Claude, et pourtant c'est le livre clé. C'est le livre où il va raconter, en la transposant à peine, son histoire avec Berthe, qu'il appellera Laurence. L'impitoyable surdité de cet être, dit-il,
cette bouche froide, ce front dur, cette détermination de ne pas me répondre, de ne pas m'écouter. Je me suis déchiré à vouloir me faire entendre d'une âme morte. Ce livre lui plaît à lui parce qu'il peut y concilier ce double tempérament que j'essayais de définir tout à l'heure. Vous savez, l'âpre besoin du réel et les espérances du rêve. Alors l'âpre besoin du réel, nous l'avons dans ce texte-là parce qu'il représente Berthe telle qu'elle était, son milieu de prostituée, et les espérances du rêve, c'est l'âme de ce Claude qui est lui-même Émile. C'est un livre qui ne mordra pas sur le public, qui n'aura pas de succès. Et l'année suivante, Zola va prendre sa détermination. Il va écrire son premier livre entièrement noir, qui est Thérèse Raquin, et c'est l'année suivante, 68, ça lui fait 28 ans, qu'il commence à dessiner le cadre général de ce qui sera son grand œuvre, quoi. C'est Rougon-Macquart, histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Il prévoit à ce moment-là 10 volumes, et ça aura, vous le savez, 20 volumes. Il est parti dans la direction du réel le plus brutal. Il veut faire, si je puis dire, du super Balzac. Balzac, lui aussi, avait été un réaliste, mais retenu par des prudences, par un respect des convenances. Eh bien, lui, rien. On dira tout, dit-il, et tant pis pour l'odeur. Alors ce garçon va s'acharner. Travailleur extraordinaire. Il s'est marié à 30 ans, oui, en 1870. Il a épousé une petite qui s'appelle Alexandrine Mellet. C'était la deuxième femme qu'il avait eue dans sa vie, et il l'a gardée, parce que celle-là a bien voulu rester, que ce n'était pas une prostituée. Il vit avec elle et sa mère à Paris, mais il n'est pas du tout parisien. À Paris, plus exactement, au Batignolles. Batignolles, à ce moment-là, c'était un quartier presque champêtre de Paris. Ils ont là un petit pavillon avec un jardinet où Madame Zola élève des lapins. Et lui s'enferme, travaille toute la journée. Il a beau travailler, ça rapporte presque rien. Pensez donc en 75, il y a déjà 13 ans, 12 ans qu'il écrit. Eh bien, on sait ce qu'il a gagné, parce qu'il tenait ses comptes. Il avait gagné en 12 ans avec ses volumes une somme équivalente à 3500 francs suisses d'aujourd'hui, en 12 ans. Ah, c'est pas comme ça qu'il pouvait faire vivre son foyer. C'était donc le journalisme qui l'aidait. Il plaçait des articles de critique picturale, il avait voulu défendre Monet, et de critique littéraire, dans tous les journaux où on voulait bien accepter sa prose. L'Événement, le Figaro, le Salut public à Lyon, enfin, il écrivait de toutes parts. C'était ça positivement son gagne-pain, mais c'était pas ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était les romans. Il va même redonner un nouveau groupe, un nouveau recueil de contes, nouveaux contes à Ninon. Et c'est dans la préface, ces nouveaux contes, qu'on l'entend dire gentiment et tristement, je me suis enfermé pour ne mettre que le travail dans ma vie. Et je me suis si bien enfermé que personne ne vient plus. Et bien, le déclic va se produire l'année suivante, enfin 2 ans après, en 76. Cette année-là, Zola va lancer l'Assommoir. Et c'est l'Assommoir qui va catapulter son nom aux zéniths de la gloire. Jusqu'à 75, rendez-vous compte, les gens ne connaissaient pas le nom de Zola. On a les tirages. Eh bien, il n'avait pas vendu 900 exemplaires du premier livre des Rougon, qui s'appelle La fortune des Rougon. Le ventre de Paris, qui aujourd'hui nous paraît un bouquin illustre de lui. On n'était pas arrivé à écouler la 2e édition. Et La faute de l'abbé Mouret, qui est le 5e, 4e ou 5e livre des Rougon-Macquart, à peine 1700 exemplaires vendus. Avec l'Assommoir, au contraire, cette fois, c'est la grosse vente. J'ai fait un livre, dit-il, le premier livre, où j'ai fait parler le peuple comme il parle, et c'est un livre qui a l'odeur du peuple. C'était écrit dans une langue directe et brutale, et le livre en effet a eu cet immense succès. Alors l'éditeur Charpentier, qui avait misé sur Zola, s'aperçoit qu'il a eu raison, que c'était un bon cheval. Et Charpentier va faire pour lui ce qu'on n'avait encore jamais fait au XIXe siècle, une publicité murale. Vous savez, on lançait les romans à ce moment-là comme on les lance aujourd'hui, c'est-à-dire en faisant de la publicité dans les journaux, quoi, des placards publicitaires. Pour Lamartine, dans Les Girondins, pour Victor Hugo, dans Les Misérables, les éditeurs avaient essayé des publicités par affiche dans Paris. Et bien Charpentier va faire le même coup pour le Nana que Zola va lancer en 80. Les Parisiens vont être assourdis par ce nom de Zola. Ils crient de tous les murs. Il y a des affiches dans les omnibus, dans les bateaux-mouches, il y a même des affichettes, enfin toutes petites, ça, dans les bureaux de tabac. Le résultat, c'est que le jour où Nana est mise en vente, 55 000 exemplaires. Exactement, 55 000 exemplaires sont vendus le jour de la mise en vente. Et quand à ce moment-là, l'auteur touchait 50 centimes or par bouquin, vous voyez que cela commençait à gagner sa vie pour de bon. En plus, Charpentier lui avait dit, mais il y a encore moyen de gagner plus, c'est-à-dire de publier vos bouquins d'abord en feuilleton dans les journaux et ensuite en volume. Et on sait que l'Assommoir lui avait rapporté une somme équivalente à 3 millions de francs français d'aujourd'hui en feuilleton, et Nana lui rapportera 6 millions en feuilleton.
Alors cet homme qui avance beaucoup, il profite de la vie. Alors il n'a pas de vice, mais il a un gros défaut qu'il va corriger. Il est vorace. Je vois dans ses lettres, quand il est en 77 pour la première fois ayant de l'argent, il avait offert à sa femme et à sa mère un voyage. Ils étaient allés à l'Estac, entre Toulon et Marseille. Et c'est assez drôle et même un peu pénible de voir que Zola, un poète, romancier, est pas très attentif à ce qu'il voit dans l'Estac. Dans la mer, ce qui l'intéresse, c'est la nourriture. Il dit à Flaubert, à l'Estac, il y a une nourriture du tonnerre de Dieu. Et il dit même à Huysmans qu'il y a là-bas certains plats de coquillages dont je bafre, écrit-il avec un véritable attendrissement. Ben, le résultat, c'est qu'il aura 106 kilos en 1886. On se moque beaucoup de lui, mais Jean Richepin dit qu'il a une figure qui est une pleine lune de Saint-Doux. Alors cet homme qui sait ce que c'est que la volonté décide de se faire maigrir. Et peu à peu, d'année en année, à cause de ce régime qui s'impose de presque rien manger, 2 biscottes le matin, pas de féculents, pas de pain à midi et pas de repas le soir, 2 tasses de café, 2 tasses de thé, eh bien le résultat c'est qu'il passera de 106 kilos à 100, à 90, à 80, à 70, comme on dit, et il va s'établir à 67 kilos et il a 1m69, vous voyez que c'est un homme peu volumineux, tel que le décrira Pays. Dans sa vie secrète, au cours de ces années-là, 2 drames s'étaient produits. L'un en 1880, la mort de sa mère. Elle n'était pas vieille, elle avait 60 ans. Il ne l'avait donc jamais quittée, même, vous savez, quand il était établi autour de sa 20e année dans cet hôtel de la route Soufflot et dans bien d'autres, il allait la voir quand même tous les jours. Puis voilà que brusquement, en 5 ou 6 jours, elle est emportée par une pneumonie. C'est un coup terrible pour lui. Pour en juger, lisez le livre qui s'appelle La joie de vivre. C'est un livre qui, dans son programme, il avait un programme très minutieux, très strict, arrivait pour l'année 1881. Dans sa pensée, c'était un livre autobiographique. Il voulait transposer naturellement, raconter sa vie. Et maintenant, il a le sentiment qu'il n'aura pas le courage de raconter ce que ça a été que la mort de sa mère. Alors il va chambouler son affaire. Il avait décidé qu'il écrirait un livre autobiographique, il ne peut pas. Il met à la place le plus faible, à mon avis, des Rougon-Macquart, qui est Le bonheur des dames. Et en 82 seulement, il va essayer, il va tenter d'écrire ce livre en se forçant, en sachant bien qu'il sera malheureux. Il l'écrit. Et savez-vous entre quel titre il va hésiter? Pour ce livre, auquel il s'était forcé de donner une conclusion qui ne soit pas sinistre, il s'était mis dans une petite indication, ne pas conclure par le pessimisme, conclure par la joie de l'enfantement perpétuel. Eh bien, il va hésiter entre les titres que voici: La misère du monde, La sombre mort, La vallée de larmes, terminant par ce mot La joie de vivre, qui est le titre définitif et qui a l'air d'une dérision au-dessus d'un livre à ce point sombre. Le deuxième drame de sa vie secrète, c'est celui qui se passe en 88. 88, vous voyez, il a 48 ans. Sa femme a engagé chez eux une lingère. Cette petite s'appelle Jeanne Rosereau. Elle a juste 20 ans. C'est la fille d'un meunier de Bourgogne. Elle, 20 ans, Zola, 48 ans. Zola n'avait jusqu'alors jamais trompé sa femme. C'était un homme chaste et qui n'avait peu de tentation. Et voilà que tout à coup, il s'aperçoit dans ce printemps 88 qu'il se met à désirer et à aimer cette fille. Eh bien, il s'est dit un immense tumulte en lui. Il ne veut pas céder à ce désir. Il avait écrit un livre, Pobouille, que tout le monde connaît, où il montre la monstruosité de l'égoïsme de ces grands bourgeois qui utilisent leurs domestiques à toute fin. Et bien, c'est une domestique qui est chez elle et qu'il est en train de désirer. Et il parlera dans ses notes de séduction basse. Il va résister tant qu'il pourra, elle aussi. Elle s'est mise à l'aimer. Elle avait d'abord une espèce de vénération pour ce monsieur Zola qui était très bon et puis qui avait une immense notoriété. Et peu à peu, elle s'aperçoit qu'effectivement elle l'aime. Et c'est le 11 décembre 88. Si je vous dis la date, c'est pour vous montrer à quel point ils ont lutté, puisqu'ils s'aimaient, semble-t-il, depuis le mois d'avril. Le 11 décembre 48, qu'elle se donnera à lui. Eh bien, il est à la fois heureux et malheureux. Malheureux parce qu'il n'est pas d'accord avec sa conscience, parce que ça l'ennuie d'avoir fait ça à sa femme. Il cache naturellement, mais elle le saura. Il y aura des choses pénibles où il lui a fait des promesses, de fausses promesses, quoi. Il s'est parjuré, il a dit qu'il ne la reverrait plus, il la revoit. Madame Zola va fracturer un secrétaire pour essayer de trouver les lettres de son mari. Il fait des choses assez affreuses. Puis on a des lettres de Zola à son ami Bruno où il lui dit: ma pauvre femme, ma pauvre Alexandrine, je ne serai jamais heureux si je la sais malheureuse. Cette vie double se partage. J'avais rêvé de rendre tout le monde content autour de moi et je suis le premier frappé. Mais comme il avait fait, voyez-vous, avec Berthe et avec celle qu'il a épousée, Alexandrine, jamais n'acceptera l'idée d'abandonner quelqu'un dont le corps lui a été donné. Pas question. Jeanne, il ne la quittera pas.
Et même comme une sorte d'excuse ou de légitimation à ce qu'il aurait appelé autrefois un péché et qu'il appelle maintenant une faute, il va se dire au moins si cette femme, si cette fille me donnait les enfants que ma femme n'a pas pu me donner. Dans ce livre autobiographique, le docteur Pascal, qui sera son dernier livre des Rougon-Macquart, il montrera, le docteur Pascal, compulsant vers la fin de sa vie, toute son œuvre, ce tas de pages froides qui me glaçaient les mains, dit-il. On appelle ça une œuvre, il n'y a pas d'autre œuvre réelle qu'un enfant. Eh bien, grâce à Jeanne, qu'elle soit bénie, sous ses lèvres, comme il dit, ses tièdes cheveux d'enfant à baiser. La petite Denise va naître à la première en septembre 89, puis le petit Jacques en septembre 91. Madame Zola aura beaucoup de dignité, je dis même de grandeur dans cette affaire. Elle sait que son mari a ses 2 enfants. Elle sait que assez souvent, que tous les jours il va la voir et qu'assez souvent, quand il fait beau, Monsieur Zola regarde passer dans la rue les petits qui se promènent avec leur maman. Alors un jour que justement il était là contre sa vitre à regarder les gosses qui passaient, c'était un jour de février, il a senti tout à coup une main sur son épaule, c'était sa femme qui était entrée dans sa cabinet de travail et qui lui a dit d'une voix probablement un peu étranglée, allons fais-les monter. Et dorénavant elle les verra tous les jeudis, ceux qu'elle appellera bientôt ses petits. Et comme il se trouve que Jeanne Rosereau mourra la première en 1914, et que Madame Zola vivra jusqu'en 1925, Madame Émile Zola fera tout ce qu'il faut du point de vue officiel pour que les enfants puissent porter le nom de Zola, et ce sera véritablement ses enfants. Cet homme a avancé, cependant, à travers des quantités d'orages. Il avançait parce que les honneurs lui venaient. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, chevalier en 88, puis officier en 93, puis président de la Société des gens de lettres en 91. Et même, il avait fait une candidature qui avait fait beaucoup sourire et beaucoup crier. Candidature à l'Académie française à partir de 1890. Vous n'imaginez pas les colères qui se sont déchaînées à ce moment-là contre lui. L'amoncellement des caricatures, enfin l'Académie française recevant M. Zola, ça paraissait un blasphème, une monstruosité. Tous les journaux se divertissaient à ce propos. Il faut comprendre que c'est un homme qui est entouré d'une double fureur. Premièrement, il y a la fureur de la jalousie. Mon Dieu, c'est compréhensible, quoi. Les camarades qui se rendent compte que eux, ils ont des tirages assez moyens. Les tirages de Zola, au contraire, sont astronomiques. Alors ils comparent et ça leur fait pas plaisir. Si bien qu'on voit Barès, par exemple, qui est pourtant intelligent, mais qui, dans un article, exprime le bout de l'oreille en disant « Monsieur Zola est incontestablement une des grosses forces commerciales de la librairie française. » Vous avez compris, il a fait commercial, ça veut dire que c'est un commerçant, mais que son talent, c'est autre chose. Puis je vois les Goncourt, celui qui restait, qui parle de Zola en l'appelant, d'une manière raciste, ce sale italianas. Tout simplement parce qu'il vendait plus que lui. Bon, mais il y a ça, mais il y a autre chose, de bien plus grave. Il y a autour de Zola une espèce d'exécration à base de peur. Il dit des choses qu'il ne faut pas dire. Il n'a pas fait carrière par les salons. Il n'a pas avancé comme tout le monde, comme les adroits, comme les intelligents, à la Brunetière ou à la Jules Lemaître ou à la Barès. Il n'a pas avancé par les belles dames et par le journalisme brillant. Il a avancé tout seul. Et il n'a pas signé ce pacte non écrit des écrivains bien pensants et qui visent tout de suite à l'Académie, un pacte de silence. Il y a 2 choses qu'un écrivain convenable ne doit pas faire. Il ne doit pas parler d'une certaine manière de la sexualité et il ne doit pas parler de l'argent. La sexualité, Zola, au contraire, va en parler brutalement. Ce qui l'exaspère, Zola, par exemple, à l'égard de George Sand. George Sand l'agace beaucoup. C'est que Sand dit à maintes reprises et sans cesse qu'il n'y a pas de plus belle chose et de plus beau péché que l'adultère. Et lui dit, mais l'adultère s'accompagne toujours de mensonges, et le mensonge n'est jamais beau. Et d'autre part, sexualité, oui, on peut bien parler de l'amour dans les romans, à condition d'y mettre un voile doré. Mais lui va montrer la peur de l'enfant, dont on ne parle jamais dans les livres convenables. Et comme à ce moment-là, il y avait peu de moyens anticonceptionnels, il va montrer l'abondance énorme des infanticides dans Paris. Tous les égouts de Paris roulent de petits cadavres. Quant à l'argent fait avec Zola son entrée de vedette dans la littérature française, Balzac. On avait parlé de l'argent, mais d'un point de vue d'avoué, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un point de vue de sociologue, Zola. Pour la première fois, on va voir un conseil d'administration au travail. C'est dans l'argent, ça. On va voir par exemple le baron Gouraud, qui est baron parce que son grand-père a été fait baron par Napoléon pour avoir vendu des stocks de biscuits avariés à la Grande Armée. Et lui se vante avec majesté, écrit Zola. On va voir le marquis de Bohain, qui utilise son titre de marquis pour capter les capitaux de la bourgeoisie. On va voir monsieur de Robin Chéniaud, qui touche 100 000 francs chaque année de primes occultes pour donner son visa sans examen au compte de gestion. On va voir ceux qu'il appelle les entretenus, les Boisgelin, les Grégoire,
ceux qui profitent de l'or que des générations d'affamés et crédits l'ont tiré pour eux de la terre. On va voir un grand mariage, un grand beau mariage splendide, très parisien, à la Madeleine, béni par un évêque, Monseigneur Martha, et à la sacristie d'Isola, on voit défiler ces visages suant les crimes de l'argent. Je ne suis content pas de ça, il va nous montrer, c'est dans le travail ça, le capitaine Jolivet, qui est un capitaine qui conçoit l'armée comme il faut, une armée à usage interne. Et le capitaine Jolivet dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, les intellectuels? J'aime pas, moi, les gens à idées. Vous avez vu des idées, vous? Moi, je connais que le sabre. Ça, le sabre, on le voit. Et heureusement que l'armée est là, dit le capitaine, pour empêcher le passage, le triomphe des coquins. Et au-dessous, cela nous a montré dans l'Assommoir l'enfer de la Goutte d'Or et du quartier de la Chapelle. Dans Germinal, l'enfer des mineurs d'Anzin. Dans l'Argent, l'enfer de ce bidonville qui s'appelle la Cité de Naples. Et on voit son personnage de Paris qui s'appelle l'abbé Pierre Froment, qui revient effaré de cette excursion qu'il a fait dans les quartiers de la misère et du travail, l'univers concentrationnaire des pauvres. Il est allé voir les travailleurs de Ménilmontant et de Montmartre. Et l'abbé Pierre revient en se disant effaré d'avoir découvert sur quelles abominations repose la félicité des nantis. Faire tout cela, ça équivalait à une espèce d'attentat. On le détestait, Zola, comme un homme infiniment dangereux. On lançait sur lui toutes sortes de calomnies, disant que c'est un homme d'une grande bassesse, d'une grande brutalité. Et il est vrai que dans l'ensemble de son œuvre, il y a des choses très brutales. Pourtant, je voudrais appeler votre attention sur une chose vérifiable, vous savez, facilement vérifiable. C'était un homme tendre, un homme extraordinairement vulnérable. Si dans son œuvre, il y a peu de scènes poignantes, c'est que lui-même éprouvait une telle peine, ressentait si violemment ce qu'il écrivait, qu'il essayait d'écarter de son œuvre ce qui aurait pu trop l'émouvoir. Et je voudrais vous parler ici d'une seule preuve. C'est dans l'Assommoir. C'est une scène de l'Assommoir que je ne sais pourquoi le film n'a pas retenu. C'est un beau film, Maria Shelley est admirable. C'est un film, vous avez peut-être remarqué, qui a perdu son titre. Il est devenu Gervaise, parce qu'il semble qu'il ne fallait pas trop parler de l'Assommoir et de l'alambic, ça pouvait gêner certains intérêts. Alors on en a fait surtout une histoire sentimentale et pas une attaque contre l'alcoolisme. Eh bien, la scène dont je voudrais vous parler, et qui n'est pas dans le film, n'était pourtant pas attentatoire aux intérêts des vendeurs d'alcool. Là, voilà cette scène. Vous vous rappelez que dans le film, Maria Schell reste belle jusqu'à la fin. Eh bien, elle n'est plus belle dans le roman. Au contraire, elle est devenue une énorme femme, encore plus bancale qu'elle l'était au début. Elle se prostitue. Elle est sur le boulevard de la Chapelle. Elle va rencontrer un soir Goujet. Il est dans le film, vous savez, c'est le forgeron avec une belle barbe, qui était un homme qui l'avait aimé. Elle l'aimait aussi, purement. Jamais il ne s'était touché. Et voilà qu'elle l'aborde. Ils s'en sont tous les deux commotionnés. Comment elle est tombée là, elle est devenue cette prostituée, alors il l'emmène dans sa chambre. Il lui demande si elle veut manger. Elle mange, en effet, gloutonnement, elle était affamée. Et voilà la scène finale. Voulez-vous encore du pain lui demandait-il à mi-voix. Elle pleurait. Elle disait oui, elle disait non, elle ne savait plus. Ah, Seigneur, que c'est bon et triste de manger quand on crève. Et elle torchait ses larmes avec le reste au fond du poêlon.